allons commencer par une mini double conférence. D'abord par Madame la Présidente Michèle de Kerkhove, que je remercie d'avoir accepté de venir parler justement de la vie et de la vitalité autour de notre partenariat entre l'INAVEM et l'ANM. Et puis nous allons donner la parole à notre philosophe du travail, qui est en fait un super expert des mots mana. Bien ça? Alors, bon, moi, ce que je pense, en ayant discuté avec lui, c'est qu'il va questionner nos désirs, mais surtout nos fantasmes de médiateurs. C'est pas ça? Voilà, il est d'accord. On a 30 ans cette année. C'est l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation. C'est important que le premier M de médiation. Mais au départ, nous avons commencé à faire de l'aide aux victimes. Alors l'aide aux victimes, pourquoi? Parce que dans les années 80, nous avons eu un garde des Sceaux, que personne, bien sûr, ne peut oublier, qui s'est aperçu en tant qu'avocat qu'effectivement, les victimes étaient un peu les laissés pour compte de la justice, qu'il n'y avait aucune prise en charge qui leur était apportée. Donc Robert Badinter s'est penché sur la question et il a confié au professeur Méliès le soin de réfléchir aux moyens de prendre en charge les victimes. Et c'est ainsi que le réseau associatif s'est créé parce que l'État n'était pas en mesure de remplir cette mission. Donc un réseau associatif s'est créé à l'initiative surtout de professionnels, des magistrats, des avocats, des procureurs, parmi les magistrats surtout. Et petit à petit, les associations sont nées. Et quelques années plus tard, en 1986, je rappelle, 30 ans cette année, en 1986, eh bien, les associations créées se sont réunies pour former ce qui est aujourd'hui une fédération de 131 associations sur le territoire français, y compris Outre-mer, puisque nous avons des associations y compris Outre-mer. Alors, dans ce traitement de la victime, eh bien, nous nous sommes aperçus qu'il n'y avait pas qu'une victime lorsqu'il y a une infraction pénale. Il y a bien évidemment aussi un auteur. Et il y a un lien qui est brisé entre ces deux personnes. Et c'est pourquoi, dès les premières années 1980, eh bien, nos associations ont commencé, avec bien sûr le concours du procureur de la République, parce que je vous rappelle qu'ils ont participé souvent à la création des associations, eh bien, à la création de la médiation pénale. Donc ça date quand même aussi des premières années. Ce qui fait que quand nous avons créé l'INAVEM en 1986, le M a tout de suite été mis. Et donc ça fait depuis au moins 1986 que dans nos associations, nous faisons de la médiation pénale en tant que médiateur formé et pas en tant que délégué du procureur. Vous comprendrez. Donc nous faisons cela depuis de nombreuses années et parmi nos 130 associations, nous avons aujourd'hui 70 associations qui font de la médiation pénale mais aussi sociale et qui s'ouvre à d'autres formes de médiation. Alors c'est une médiation qui est très encadrée par la fédération parce que nous sommes un organisme de formation. Nous formons bien évidemment les médiateurs depuis au moins 1993 et surtout nous sommes très attachés au cadre. Donc nous avons un code de déontologie, un guide des bonnes pratiques de la médiation pénale, de la médiation pénale familiale. Nous avons un groupe ressources qui travaille depuis au moins 20 ans autour de la médiation et nous avons une charte des services d'aide aux victimes et de médiation. Tout cela est très encadré et l'objectif est de faire en sorte que sur tout le territoire français, nous ayons une offre à peu près équivalente parmi les 130 associations, 131 qui font de l'aide aux victimes au sens propre et 70 qui font de la médiation. Alors, les intervenants de terrain, nous sommes nombreux. Nous avons 1200 personnes qui interviennent sur le terrain dans 750 lieux d'accueil. 1200 personnes, il y a en gros 2 tiers, 800 salariés et 400 bénévoles, mais qui tous ont une formation que nous donnons à l'INAVEM. Pour les bénévoles notamment, nous donnons une première formation de primo-accueil qui dure 5 jours. C'est assez lourd, mais ça nous paraît un minimum incontournable, plus des formations qui sont dispensées tout au long de l'année. Nous formons aussi, puisque nous sommes organismes de formation, non seulement nos membres, mais aussi les personnes extérieures qui veulent se former, et notamment
en médiation, puisque nous avons un cursus de formation à la médiation de 3 niveaux, débutant, perfectionnement et supérieur. Donc nous faisons ces formations et nous les offrons bien évidemment aux personnes qui souhaitent se former. Alors l'INAVEM, vous avez dû en entendre parler malheureusement depuis au moins l'année dernière, mais depuis plus avant, c'est la possibilité d'accueillir les victimes d'infractions pénales. Donc infraction pénale, médiation pénale, le lien était assez vite fait. L'infraction pénale, c'est 300 000 personnes chaque année que nous accueillons dans nos 131 associations. Et petit à petit sont venus s'ajouter les autres types d'accidents collectifs, les tsunamis, les crashs aériens, les accidents ferroviaires. Et depuis l'année dernière, enfin, ça avait commencé dans les années 95, ça s'était calmé, c'est reparti en 2015, bien évidemment, les attentats. Nous avons été au centre des dispositifs des attentats. La cellule interministérielle d'aide aux victimes qui a été créée, nous sommes bien sûr un acteur majeur dans cette cellule. Pourquoi ? Parce que nous avons un réseau de 131 associations. N'importe où sur le territoire français, vous trouverez des associations. Il y en a au moins une par département. Ce qui fait que les pouvoirs publics peuvent s'appuyer sur notre réseau parce que lui n'a pas les moyens justement de cette prise en charge. Quand vous savez que nous avons 4000 personnes qui sont impactés par les attentats de novembre 2015. 4000 personnes, il faut les prendre en charge. Actuellement, nous prenons en charge 2800 de ces victimes, parce que toutes ne se sont pas encore manifestées, toutes ne sont pas encore prises en charge. Mais cela, bien évidemment, il faut un réseau fort pour pouvoir faire cette prise en charge. Donc ça, c'est l'activité principale. Mais pour revenir à la médiation, nous avons effectivement, depuis 2 ans, eu des contacts avec l'ANM, avec Gabriel Planès et ses amis sur cette question. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises parce que nous nous sommes dit que nous avons un réseau constitué avec des personnes qui se réunissent régulièrement dans nos associations. Tous les mois, il y a des échanges de pratiques qui se font. L'ANM fait de la médiation. Certains d'entre vous font de la médiation pénale également, mais nous ne nous connaissions pas. Et c'est un petit peu dommage, nous sommes sur des territoires similaires. Donc ces territoires, il faut apprendre à les rapprocher et faire en sorte, pourquoi pas, d'échanger nos pratiques. Si vous êtes dans certains départements ou régions, je sais que vous êtes organisés plutôt en délégation régionale, alors que nous, c'est plutôt des associations départementales, peut être intéressant pour ceux qui peuvent se retrouver isolés dans leur région parce que vous n'êtes pas tellement nombreux, et bien de pouvoir vous rapprocher d'une structure existante pour pouvoir échanger avec eux des pratiques, des formations, mettre des choses en commun. Et puis se connaître, parce qu'il n'y a rien de mieux à faire que de se connaître pour ne pas s'ignorer et surtout ne pas se faire des fantasmes sur ce que peut faire l'autre. Parce qu'on s'apercevra que finalement, la médiation, nous la pratiquons de la même manière. Le processus de médiation tel que nous l'avons appris au fil de nos formations, c'est celui que moi je reproduis en tant que médiateur familial, mais c'est celui qui se produit également en tant que médiateur pénal, parce que ce n'est pas des délégués du procureur, j'insiste là-dessus encore, et dans toutes les autres médiations qui peuvent se développer. Alors à l'INAVEM, nous avons commencé par la médiation pénale, mais nous nous orientons aussi vers d'autres types de médiation, parce que l'actualité fait que il y a des besoins, qu'il y a la médiation sociale, la médiation en entreprise, que nous sommes aussi connus sur nos territoires. Comme notre territoire est un peu plus petit que les vôtres, parce que région, ça devient très vaste aujourd'hui, et le département l'est moins, eh bien, nos élus ont besoin également de pouvoir compter sur nous pour mettre en place parfois des médiations sur leur territoire. Donc ça, c'est des éléments qui sont importants. Et surtout, enfin, je terminerai par là, depuis, je dirais, 5 ans maintenant, parce que le Québec, une fois de plus, nous a montré le chemin, nous nous sommes orientés vers ce que nous appelons la justice restaurative. La justice restaurative, qui est donc pas une alternative aux poursuites comme la médiation pénale, mais qui est le moyen de reconstituer le lien social qui a été rompu en mettant en relation. Alors pour le moment, on ne fait pas des relations directes entre auteurs et victimes, on fait des relations plutôt indirectes entre des victimes et des auteurs qui ont vécu des infractions similaires, et tout ça sous l'œil de la société, puisque ces rencontres se font avec ce qu'on appelle un représentant de la société. Alors nous avons commencé en 2010 à
la centrale de Poissy, c'est-à-dire en milieu fermé, dans une centrale avec des infractions très très lourdes, avec des condamnés à perpétuité, des condamnés à 25 ans d'emprisonnement, et des victimes qui avaient, en réalité, ce n'est pas les victimes directes, parce que malheureusement, elles n'étaient plus là, mais c'était plutôt leurs parents. Et donc, nous avons fait ce premier type de rencontre en 2010. Il y a eu un ouvrage qui est paru chez l'Harmattan, c'est L'Humanité retrouvée, dans lequel on retrouve les propos de tous ceux d'entre nous qui avons participé. J'y ai moi-même participé en tant que représentant de la société, qui ont participé à ce processus. Donc les victimes, les infracteurs ont tous témoigné de cette expérience et de ce qu'ils en avaient ressenti, ce que cela avait apporté. L'objectif, c'est quoi? Pour la victime, c'est de trouver un apaisement. C'est de pouvoir fermer une porte et aller plus loin dans sa vie. L'auteur, c'est prendre conscience, c'est ce qu'on appelle la conscientisation de ses actes, prendre conscience des effets de ses actes sur la victime et par là même prévenir une éventuelle récidive. Et la société, elle est là pourquoi? Parce que, bien évidemment, elle est au centre aussi du procès, elle l'a été, et donc elle accompagne avec bienveillance ce processus pour dire qu'effectivement, elle veut y participer. Il n'y a pas d'enjeu pour qui que ce soit, parce qu'on est en post-sententiel, même si la loi de 2014 permet que cela se fasse aussi en pré-sententiel. Je pense que dans le cadre des infractions routières, on pourra envisager, quand le délit est reconnu, de faire du pré-sententiel. On est loin, en général, en post-sententiel des faits. On est loin du procès. On a conscience que dans le procès, les choses n'ont pas été résolues. Mais je peux vous dire que nous avons réalisé 2 déjà d'expérimentations à Poissy. La 3e vient tout juste de démarrer. Et à chaque fois, les personnes nous disent « on a trouvé cet apaisement ». On a pu enfin dire à l'autre ce que ça représentait pour nous, nous victimes. Et l'autre a pris conscience que, une fois que lui, il avait terminé sa peine, pour la victime, c'était jamais terminé. Donc ça, c'est l'expérience de justice restaurative qui est menée dans de plus en plus de pays dans le monde, en Europe. Elle a commencé au Québec, en Finlande, en Nouvelle-Zélande et maintenant en Belgique et en Europe. Ça se développe de plus en plus. Et maintenant, nous voulons le développer également en milieu ouvert, c'est-à-dire pour les condamnés, mais non incarcérés. Et c'est là peut-être qu'on a un rôle à jouer tous ensemble, c'est qu'il va falloir les animer, ces rencontres. Et rien de mieux que des médiateurs formés pour pouvoir animer ces rencontres. Bien évidemment, lorsque nous avons fait nos expériences, c'était des médiateurs formés qui ont animé ces rencontres. Mais nous aurons besoin, si nous arrivons à développer la justice restaurative, parce que moi je trouve que c'est une idée extraordinaire, que notre société peut être transformée si on arrive à mettre ça en place de plus en plus, eh bien il faudra des médiateurs. D'où l'intérêt de rapprochements comme le nôtre, de partenariats comme celui-là. Mais bien évidemment, surtout, ce qui est essentiel, c'est que ces rencontres soient encadrées. C'est-à-dire qu'il y a un cadre précis. Chez nous, le cadre, on ne l'a pas créé de toutes parts. On est allé voir au Québec, tout simplement. On s'est inspiré, on a transposé, parce qu'on n'a pas la même culture. On a transposé, mais on a un cadre très précis. Les victimes sont identifiées par les associations qui les reçoivent à plusieurs reprises, qui en éliminent peut-être certaines s'ils estiment qu'elles ne sont pas prêtes. Les condamnés ou infracteurs sont, eux, identifiés, eux ou elles, bien sûr, il peut y avoir des femmes, identifiés si c'est en milieu carcéral par les CPIP, sinon par les associations, par le SPIP, qui peut aussi identifier. Et puis après, il nous faut des médiateurs pour animer ces rencontres. Et c'est possible que nous n'ayons pas suffisamment, je suis même certaine que nous n'ayons pas suffisamment de médiateurs au sein de notre fédération pour pouvoir les animer. Donc c'est pour ça que je voulais aussi vous parler de la justice restaurative, parce que moi je porte ça depuis des années, j'y crois vraiment très fort, et je me dis que c'est une évolution de notre société extraordinaire si on arrivait à la développer, et je compte vraiment que, notamment grâce à notre partenariat, Gabriel, on puisse y parvenir. Voilà ce que je voulais vous dire sur notre fédération. C'est intéressant, je pense, de travailler ensemble. Je sais que nos équipes, Candice qui est là et Mani également, échangent depuis 1 an et demi, 2 ans sur ces questions pour savoir ce que l'on peut mettre en commun. Donc les formations, bien évidemment,
évidemment, les échanges de pratiques, se connaître mutuellement, et puis peut-être, soyons ambitieux, un jour, une grande manifestation commune entre l'ANM et l'INAVEM. Je vous remercie. Merci beaucoup, Michel, pour cette intervention. Et puis, tous ces projets qui ne vont pas manquer de foisonner. Et donc, voilà, on a besoin de médiateurs formés, en capacité, pouvoir éventuellement donner une aide, un accompagnement. Hein. Voilà, une animation, des animateurs. Merci beaucoup, Michel. Donc, je vais donner maintenant la parole à notre philosophe des mots mana. Et donc, je te laisse la parole. Merci à toi. Merci, Gabrielle. Bonjour à vous. Alors, à la suite de ce propos très explicite et peut-être même qui fait promesse, en fait, peut-être le mien va être un peu plus léger, si on peut dire, car je crois qu'il ne comporte pas de promesse. Oui. Mais en même temps, il m'appartient peut-être, ou il m'intéresse de venir me mêler de ce propos qui était le vôtre avant le mien. Je suis spécialiste des mots mana, dit Gabriel, donc peut-être je vous dois un tout petit éclaircissement sur ce que ça veut dire, parce que levez la main, ceux qui savent ce que ça veut dire, les mots mana. Voilà, c'est ça. Oui. C'est assez peu partagé. Bon, alors, c'est une toute petite parenthèse que j'avais pas du tout pensé faire. Mais ces mots mana, c'est une expression que reprend Roland Barthes. Il l'emprunte aux Polynésiens pour parler de ces mots incantatoires qui permettent, d'une certaine manière, de s'attirer la faveur des dieux sans qu'on ait besoin de les expliciter ou d'en découvrir la signification. Et j'ai fait un peu profession depuis quelques années, un peu métier, d'aller dans le monde du travail, des organisations, pour chercher ces mots mana, ces mots qu'on prononce sans même plus avoir besoin de les penser ensemble, ou sans même avoir besoin de les déplier, pour être sûr qu'ils sont porteurs de vérité et porteurs de sens commun. C'est vrai qu'en médiation, il y en a quand même quelques-uns, confidentialité, impartialité, enfin, vous les connaissez tous, ce sont, on peut dire, à la fois des mots qui sont des trésors de signification, parce que, évidemment, qu'ils contiennent beaucoup de sens, et en même temps, qui sont des trésors des fois un peu refermés sur eux-mêmes et qu'il est nécessaire de redéplier ou de redéployer pour en découvrir la richesse. Donc, je ferme la parenthèse sur les mots mana, parce qu'aujourd'hui, j'avais pas tellement envie de parler des mots mana, puisque tu m'as dit, parle du cercle. Alors, il paraît que c'est moi qui l'ai dit, mais enfin, je ne sais pas qui a commencé. Mais on m'a dit parler du cercle, et je me disais, pourquoi je parlerais du cercle avec la médiation ou avec la NMG? Il faut faire quelque chose qui relie la question philosophique de la médiation et la question philosophique peut-être d'une association de médiateurs et de médiation qui, sans arrêt, et peut-être que là commence la notion de cercle, hein, sans arrêt, elle cherche à ce qu'on se retrouve entre soi. Enfin, elle cherche à susciter des proximités, elle cherche à susciter des appartenances, elle cherche à susciter même des validations par un cercle où les gens peuvent se regarder les uns en face des autres. Évidemment, le risque du cercle, c'est de tourner en rond. Évidemment, le risque du cercle aussi, c'est d'être dans un entre-soi et de s'y enfermer. Le risque du cercle, c'est qu'il ne soit pas centrifuge, mais centripète. Alors, je me suis dit, mais moi-même, j'aime le cercle. Hein. J'aime le cercle qui fait assembler. C'est-à-dire, on aurait pu aujourd'hui, d'ailleurs, penser cette assemblée en cercle. On se serait regardés les uns les autres. Il y aurait des accès au visage. Et je serais un militant, on peut dire, modeste, pour que la prochaine fois, il y ait une assemblée générale qui se fasse sous forme de cercle. Évidemment qu'il y a un avantage à penser la philosophie du cercle, à se dire... à penser la duplicité du cercle, à se dire, mais bien sûr que si on se retrouve, si on se voit, si on a des accès les uns aux autres, eh bien, il y a des chances qu'on puisse entreprendre, qu'on puisse agir, qu'on puisse se reconnaître, qu'on puisse peut-être fraterniser au sens noble du terme, qu'on puisse se relier, se donner la main. Il fut un temps où il y avait comme ça cette image de la fraternité où tout le monde se donne la main, et si tout le monde pouvait se donner la main. Et ça va bien avec le cercle. Mais évidemment, il y a aussi une autre image, et là je rejoindrai
la question de... Il y a beaucoup de cadres qui concernent la médiation, et vous l'avez répété peut-être au moins 4 fois à propos de votre organisation, dire il y a des règles, il y a du cadre, et ça nous sécurise. Et peut-être c'est un peu un jeu de mots, mais avec le cercle, on a passé des années, des siècles peut-être, à chercher la quadrature du cercle. Donc il y a une sorte de... La quadrature, c'est le cadre, le carré. Et peut-être qu'il y a un paradoxe, et ce paradoxe, il fait notre force ou il fait notre énergie. Peut-être il y a un paradoxe à vouloir combiner le cadre et le cercle. Le cercle qui serait non pas centripète, mais centrifuge. Il y a un paradoxe à se demander si finalement ce cercle qui nous mettrait en relation avec d'autres cercles, qui nous brancherait sur d'autres cercles, donc ça ferait un peu comme quand on jette un caillou dans la mare, hein, des cercles successifs. Et ça, je crois que cette image-là, elle est pour moi assez fondamentale pour ne pas risquer l'enfermement. Et en même temps, on sait bien que... Moi, j'ai même fait partie d'une association de médiateurs, la PMF, je crois, il y a fort longtemps, quand j'ai fait une formation à la médiation familiale. Et la première chose que nous avions à cœur de produire, c'était un code de déontologie. Enfin, on sent bien, et toutes les associations de médiateurs se sont efforcées vraiment, de fournir des règles qui permettaient de se reconnaître entre soi et d'exclure éventuellement ceux qui n'en faisaient pas partie. Et toutes les associations de médiateurs, parfois quand même, se sont un peu efforcées aussi de garder ou de préserver une singularité vis-à-vis des 2 autres associations. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de l'ANM, je trouve, qui s'est ouverte sans arrêt à d'autres associations, qui s'est reliée sous la gouverne rayonnante de Gabrielle. Je dis un mot comme ça parce que quand même, elle va recevoir la Légion d'honneur tout à l'heure. Il faut quand même dire quand même, on lui doit peut-être ces rayonnements successifs, ces alliances. Et j'avais envie de faire une petite analogie entre la médiation et l'association. Dire, mais finalement... que cherche la médiation? Vous savez que la médiation, c'est à la fois un processus, un procédé, un protocole, un jeu, on pourrait dire, et un enjeu ou des enjeux. Je crois qu'évidemment, à force de parler de neutralité, d'impartialité, des fois on oublie de parler des enjeux. On se dit, tiens, mais la médiation ne viserait rien. Et quand vous avez dit, j'ai pas retenu votre nom, excusez-moi. Pardon. Michel, je veux dire Michel, comme ça c'est. Mais comme Michel disait. Du coup, j'ai oublié mon idée. Ah bah voilà. Je peux recommencer. Oui, ça serait bien. Du coup, j'ai oublié mon idée. Alors merci de me rappeler la phrase d'avant, mais j'ai pas encore. Je me souviens pas ce que je voulais dire à propos de Michel. Mais il me semble que la question. Une question qui nous fait sortir de l'entre-soi, qui nous garantit un cercle centrifuge, qui nous garantit un cercle qui va vers d'autres cercles, qui nous garantit peut-être, on va changer de mot d'ailleurs, on pourrait parler plutôt que le cercle, on pourrait parler du nous. Ce serait plus humain, ou ça porterait plus une humanité qu'une figure géométrique, hein. Mais ce qui nous garantit un nous qui ne soit pas centripète et qui nous enferme pas dans l'entre-nous, dans l'entre-soi. Peut-être ce qui nous garantit, c'est de penser les enjeux. Car évidemment, à force de ne travailler que sur le jeu, que sur le protocole, on finit par ne penser qu'à renforcer nos règles, nos identités et nos limites et nos délimitations. Donc il me semble que c'est en même temps aussi tout à fait l'esprit ou la philosophie de la médiation que de faire sortir des parties prenantes de leur jeu à somme nulle, de leur jeu qui les laisse entre eux, de leur jeu en huis clos, en fait. Il y a fondamentalement un enjeu qui est celui-là, c'est d'en sortir. Pour faire quoi? J'avais préparé... Je prépare toujours des fiches, mais tout le monde ceux qui me connaissent savent que je m'en sers jamais. Mais là, pour être plus rigoureux, je voulais... Oui, cadrer. Surtout cadrant, hein, parce que moi, je m'en fous d'être cadré. Mais ce que je veux, alors, il faut que je trouve la bonne fiche quand même. Hein. Voilà, c'est bon. Je m'étais dit, tiens, peut-être qu'il y a 3 axes ou 3 enjeux qui seraient analogues entre une association comme l'ANM,
une association de médiation, et puis la médiation elle-même. Il y a 3 enjeux qui sont centrifuges ou qui nous permettent de sortir du cercle enfermant. Je me dis bien sûr que en médiation, s'il y a bien un enjeu, c'est de fournir des accès, c'est-à-dire de l'un à l'autre. On fournit ou on aide à ce que se trouve, fournir c'est peut-être un peu trop ingérant, mais on aide à ce que se trouvent des accès de l'un à l'autre, c'est-à-dire l'ouverture d'un système de pensée, d'un système de valeurs, d'un système de conviction, d'un système d'intérêt à l'autre, à celui de l'autre. Peut-être même que fournir des accès, peut-être même retrouver du désir pour l'autre ou du chemin pour l'autre, hein, c'est peut-être ça la condition. Il me semble que ça, c'est un des enjeux. Il me semble qu'une association comme l'ANM, son enjeu, c'était bien de trouver des accès à d'autres associations, à d'autres mondes professionnels aussi. C'est comme ça que sont arrivés les notaires, les avocats. Enfin bon, on n'a pas décidé de rester qu'entre médiateurs. C'est-à-dire, donc, cette recherche des accès vers d'autres mondes, cette recherche d'ouverture à l'altérité, en fait, il me semble que c'est commun à la fois au monde associatif et à la fois au processus de la médiation. Quand on dit ouvrir des accès, c'est pas seulement à l'autre identifié, mais c'est aussi peut-être à un autre plus général, qui est le bien commun, qui est la volonté générale, qui est peut-être, enfin, donc à l'humanité ou à la fraternité, parce que moi j'aime bien ce mot-là. Peut-être que ouvrir des accès, c'est aussi ouvrir des accès à ce qui fait symbole et qui se fait, d'une certaine manière, garantie de ce qui peut faire un nous, mais un nous qui ne se réduit pas à l'entre-soi ou au huis clos. Ensuite, je me disais, un deuxième axe, je vous rassure, je ne vais pas parler pendant 2 heures, hein, parce que sur la médiation, on peut en dire beaucoup quand même, alors j'ai sélectionné seulement 3 enjeux. Je me disais, il y a un enjeu qui est de créer des issues. Évidemment, on sait bien que le conflit, la guerre, enfin bref, on a l'impression qu'il y a impasse. Donc on fait tout le temps avec l'impasse. J'ai l'impression que quiconque va en médiation, d'ailleurs, il y en a toujours un qui veut y aller, puis l'autre qui ne veut pas y aller, et qui dit de toute manière, ça ne sert à rien. J'ai déjà tout essayé. Enfin bon, tous les médiateurs ont vécu ça. Que d'ailleurs, on se demande d'ailleurs comment les médiations se font, tellement il est impossible d'avoir des volontés simultanées, libres, de recourir à la médiation. Ça, c'est peut-être des manas de la médiation, ce serait de se dire, mais finalement, comment fait-on venir celui qui ne veut pas venir autrement qu'en lui laissant le choix? Et donc, il me semble que s'il y a un enjeu, créer des issues, c'est-à-dire qu'on est tous dans nos impasses, dans nos empêchements, dans nos enfermements. Donc, créer des issues, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ouvrir des chemins nouveaux, quitte à ne pas savoir où ils vont. Il me semble que pour moi, c'est ça, ouvrir une fenêtre, c'est regarder vers le dehors, et c'est ça une issue, quitte à ne pas savoir où nous mènera ce dehors. Peut-être que c'est un peu abstrait de dire les choses comme ça, mais il me semble pour moi c'est parlant en médiation. Et c'est ouvrir des issues aussi pour une association qui risque tellement de s'enfermer sur elle-même. Toutes les associations risquent de s'enfermer sur elles-mêmes. Hein. Ça, c'est le propre de l'association ou n'importe quelle organisation. Mais créer des issues, ça veut dire j'ouvre des fenêtres, y compris à d'autres mondes, sans savoir si cette hétérogénéité que je vais créer ou si cet appel d'air que je vais créer va nous mener quelque part. Donc là, du coup, c'est moins cadrant. C'est trouver des issues. C'est aussi chercher. C'est peut-être là où il y a un rôle de la philosophie. Hein. C'est passer de l'idéologie à la philosophie. Peut-être, c'est-à-dire trouver des questionnements qui n'ont pas de réponse, justement, et qui renouvellent quand même la question. Peut-être que dans... Donc pour moi, trouver des issues aussi, c'est renouveler le questionnement. Et des questions, effectivement, dont on n'a pas la réponse, auxquelles on n'a pas la réponse. Il me semble que ça, c'est un enjeu. Sortir des logiques de conformité. Et là, c'est peut-être un petit pic que je mets sur trop d'efforts pour la conformité ou le trop d'insistance sur la conformité. C'est-à-dire qu'on sait bien aujourd'hui même, dans l'entreprise, je travaille beaucoup en entreprise, c'est bien que le mot qualité, il renvoie, avant de renvoyer à la différence, avant de renvoyer
à la vitalité, avant de renvoyer à une exigence peut-être de beauté, de justesse, de vérité, peut-être il renvoie d'abord à la conformité. Et ça, ce risque de la conformité, et la conformité à l'idée dominante, la conformité aux préjugés, la conformité, bref, à ce que nous avons créé ensemble, qui était bon à un moment et qui ne l'est plus à un autre moment. Donc chercher des issues, c'est aussi percer, peut-être, les façades ou les enfermements de la conformité. Et mon troisième axe, c'est instituer de la valeur. Alors ça aussi, je vais rendre hommage à Gabrielle. Je sais qu'elle n'est pas toute seule, qu'il y en a plein d'autres, mais comme elle est en face de moi et qu'elle va avoir la Légion d'honneur, j'en rajoute une couche. Je veux dire, créer de la valeur, c'est-à-dire, oui, bien sûr, une association, elle ne milite pas que pour elle, elle ne milite pas que pour se faire vivre ses membres ou ses adhérents. Évidemment, elle contribue, elle participe d'une visée sociétale. Hein, et pour participer d'une visée sociétale, il faut fournir de la valeur. Il faut dire, mais quelle est cette juste idée? Elle va où? Elle peut s'implémenter ou s'implanter à quel endroit, cette valeur de la médiation? On peut l'emmener où pour qu'elle fasse source de valeur ailleurs qu'entre nous? Évidemment, c'est ça tout l'enjeu de la question des associations de médiation, quand même. C'est de se dire, la médiation, tout le monde en est convaincu. Quand on fait des assemblées générales, il n'y a pas de problème. Mais c'est bizarre parce que dès qu'on fait quelques mètres plus loin, on s'aperçoit évidemment que ça ne fait pas du tout valeur pour tellement et tellement de gens. Donc ça fait des années qu'on se dit, mais comment ça se fait que l'image de la médiation est si peu, prisée, enfin, comment on dit? Donc, c'est vrai, il faut semer, féconder, mais pour moi, ça veut dire que la médiation, c'est pas seulement un ordre qui vient s'imposer dans un autre ordre, l'ordre de la médiation dans l'ordre de la justice, par exemple. Et on l'a vu, heureusement, ça évolue beaucoup. Hein. Ce n'est plus l'ordre de la médiation dans l'ordre de la justice, mais effectivement, comment la médiation peut être source de valeur pour les institutions judiciaires, pour les processus judiciaires. Et ça, je crois que l'association comme l'ANM peut s'en servir. Alors, je reviens à mon analogie avec la médiation tout court. Hein. Évidemment, on sait bien que la recherche de solutions, la recherche de compromis, la recherche, etc., elle ne tient pas seulement au détricotage du conflit, au détricotage de ce qui fait différent entre les uns et les autres. Elle tient dans l'invention, dans la création de valeurs nouvelles qui va porter ou qui va peut-être transcender chacun des partis vers un mouvement de vitalité, vers un devenir, quoi, en fait. Donc créer de la valeur, il me semble que c'est à la fois un enjeu de la médiation et un enjeu des associations comme l'ANM. Donc je vais m'arrêter là. Alors je vais recommencer donc mes remerciements sincères à la Chambre donc des notaires de Paris qui nous a permis d'accéder à ce superbe lieu et notamment donc Nathalie, mais aussi le président Béguin et la présidente du centre de médiation. Voilà, donc je sais que je leur dois beaucoup et je les remercie. Ouais, très bien. Merci. Eh bien, je ne dis pas que c'est la 10e Assemblée Générale, puisque c'est la 23e, mais c'est la 10e Assemblée que je préside en tant que présidente, bien sûr. Voilà. Et ce sera la dernière. Ce sera la dernière. Et je vais quand même vous dire une petite phrase de quelqu'un que j'aime beaucoup. Devinez. Voilà, exactement. Churchill. J'adore Churchill. Et il avait dit, ce n'est pas la fin. Ce n'est même pas le commencement de la fin. Mais c'est peut-être bien la fin du commencement. Eh oui. Donc, en fait, je me retire. Et je pense qu'avec moi, il y a d'autres personnes qui ne renouvellent pas leur mandat. Et cela c'est pour céder la place à de plus jeunes, de plus dynamiques. Et nous avons assuré la transmission pendant toute cette année avec la complicité d'Isabelle Baudelaire. Tu peux te lever, Isabelle? Tu te lèves, s'il te plaît. Et le
premier message que j'envoie, parce que vous savez bien, en pédagogie, il faut répéter au moins 3 fois les choses pour qu'elles puissent bien rentrer. Donc, je commence par donner ce qui m'importe énormément, c'est-à-dire les valeurs de cette association. Et les valeurs, on va dire 3, puisque c'est bien ça, hein? 3, c'est bien, voilà. 3, donc ça vous chargera pas trop la tête. Si je le répète 3 fois, donc ça ira, hein? Donc, il y a tout d'abord l'indépendance. Il y a également le professionnalisme et également la diversité. La diversité pour justement permettre d'avoir des idées nouvelles, se confronter pour la vie, la vitalité et également tout ce qui peut créer de la valeur. Alors, pour ma part, et je pense que c'est quelque chose que nous partageons tous ensemble, ce qui est important, c'est que nous sommes représentatifs de la société civile, extrêmement représentatifs de la société civile. Et c'est quelque chose qui est important puisque c'est de la société civile qu'est issue la médiation. Et pour cela, donc, nous devons toujours veiller à garder cette congruence, donc être fiers de ce que l'on est. Et maintenir cette ouverture d'esprit qui caractérise la médiation et l'Association nationale des médiateurs, et cela en adéquation, vraiment en adéquation avec l'évolution de la société. Donc c'est ça, les paradoxes de la situation actuelle. Alors, pour être présent, nous adapter, être présent, évoluer, et il faut d'abord être présent sur le champ législatif, parce que c'est quand même vraiment important que la médiation soit incluse actuellement dans les règlements. C'est quand même important d'être présent et de faire en sorte qu'il puisse y avoir, que la médiation puisse obtenir ses lettres de noblesse. Elle les a obtenues un peu, mais pas suffisamment. Ce que tu disais, c'est que on n'est pas suffisamment connu pour ce que nous sommes et ce que nous pouvons apporter. Ensuite, on a des enjeux forts également au niveau de la professionnalisation. Et cela, nous allons devoir nous y coller. Et c'est pas demain, c'est tout de suite, tout de suite, tout de suite. Un autre élément qui est quand même important, c'est que si nous voulons être connus, eh bien, il faut faire du lobbying. Il faut faire du lobbying auprès de tous ceux qui peuvent justement avoir des besoins sans le savoir. Et donc là, cet effet lobbying, il va falloir que nous puissions mettre la pression là-dessus. C'est important de mettre la gomme, hein. Et je rajoute, parce que c'est important, il faut maintenir le dynamisme, l'optimisme, c'est important cela, et la présence active pour que, partout là où c'est utile. Voilà, on tient compte de l'utilité. Vous savez, les 3 tamis de Socrate. L'année 2015 a été vraiment marquée par toutes ces préoccupations, mais surtout par cette idée de transmettre de manière la plus juste possible, de façon à maintenir la pérennité. Et donc, ce que je peux dire, c'est que Isabelle et moi, nous allons partir suffisamment sereines. Oui. Dis-moi si tu es sereine, toi. Voilà. Zen. Elle va partir zen. Nous avons fait tout ce que nous avons pu. Et vous savez, c'est notre 4e accord Toltec. Faire ce que tu peux. Ce que pourras. En fait, ce que je vais vous dire, c'est que la nouvelle gouvernance, mais elle a un super vaste champ devant elle et qui ne demande qu'à pouvoir être investiguée. Donc, bon courage à tous les nouveaux qui rentrent. Voilà, c'est quand même important. Mais puis on vous dit, on ne disparaît pas tout à fait, hein, quand même. Hein. Alors, dans les éléments qui ont marqué cette année, et vous allez le voir parce que j'ai un PowerPoint, ben finalement, je vais pouvoir le défiler toute seule. Donc, il y a la médiation de la consommation. Ça a été quelque chose qui nous a vraiment beaucoup préoccupé, parce que, comme vous avez vu, c'était vraiment extrêmement complexe. Alors, disons que ça a été initié par Dominique Chevalier-Boisseau, avec brio. Vas-y. Ah si, écoute, il faut bien qu'on te voit quand même. Bravo, Dominique. Et le bâton a été repris, mais avec compétence, par Martine van der Wielen. Allez, Martine.
Et bon, je ne veux pas, comment on dit vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais tout de même, nous sommes très optimistes. Alors, une newsletter a vu le jour, donc c'était vraiment, ça a été quelque chose qui était dans les tiroirs depuis un moment, donc ça a été. Et donc, nous ne demandons que les articles des différents adhérents. Donc, vous êtes là. Si vous avez des choses intéressantes, n'hésitez pas à communiquer avec la nouvelle équipe, donc pour pouvoir que vos articles de fond, les nouvelles, les news, puissent être sur la newsletter numéro 2, puis la numéro 3, puis la numéro 4, etc. En ce qui concerne donc le site, Christophe, qui est notre, comment on peut dire, informaticien, tout simplement, nous a permis de faire évoluer il est là-bas au fond. Tu peux te lever, Christophe? Voilà, il est grand. Le site a vraiment évolué. Et puis, nous avons eu le bonheur de conclure au moins un partenariat avec l'INAVEM. Et ça, vraiment, je remercie Janie pour s'être collée, Dominique aussi, mais Janie qui a de l'opiniâtreté pour pouvoir faire en sorte que les choses puissent se concrétiser. Merci. Merci, merci. Et là, j'en profite, parce que vous me donnez encore 2 minutes, hein, j'en profite aussi pour remercier ceux qui m'ont fait confiance. Tout d'abord, Madeleine de Bérard, que je ne vois pas, mais je pense qu'elle va venir. Madeleine de Bérard, qui a été présidente pendant 7 ans et qui m'a lancée joyeusement sur la piste savonneuse de la présidence. Et je tiens aussi à remercier dans les anciennes équipes quelqu'un qui m'a beaucoup éclairé, dont j'ai eu beaucoup d'admiration pour lui et qui m'a servi de modèle quant à la sagesse. Donc c'est difficile pour moi, vous savez. Donc je vais citer François Crozier. Je t'en prie, François, est-ce que tu peux te lever ? Alors, j'ai pas cité tout le monde. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que je vais en citer d'autres tout à l'heure. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ça soit des équipes anciennes, nouvelles, dans toutes les équipes qui sont passées, vraiment, il y a eu beaucoup de chaleur, beaucoup d'humanité, et je tiens à remercier chaleureusement vraiment toutes les anciens bureaux et conseils d'administration, parce que partout, même s'il y a eu de la contradiction parfois, il y a toujours eu de la confiance. Tout le monde m'a fait confiance. Et ça, vraiment, je vous remercie infiniment pour cette confiance que vous m'avez donnée. Alors, je vais vous dire, pour moi, la fonction de présidente a été très lourde. Il y a eu beaucoup de contraintes, parce que je me sentais responsable. Et je vais vous dire que ce qui me fait le plus plaisir maintenant, c'est que j'aurai beaucoup moins de contraintes dans l'expression de ma pensée. Ça, c'est un bonheur. Alors, ouais, effectivement, être présidente, n'est-ce pas, Michel? C'est un art bien difficile, hein, parce que il faut garder le cap pour l'association. Et dans le cadre de l'ANM, c'était d'autant plus difficile que nous n'avons jamais reçu la moindre subvention. Ça veut dire que tout le monde a dû donner de sa personne. Il y a vraiment un engagement dans cette association que je tiens à faire remarquer. Et cet engagement, c'est pas parce que vous êtes au conseil d'administration ou au bureau, etc. C'est aussi tous ceux qui ont pris des délégations régionales. Tous ceux qui s'engagent comme adhérents, eh bien, je vais vous dire, vous êtes là représentatifs de cette association et rien que pour cela, je veux vous applaudir. Avant de vous passer mon PowerPoint à toute vitesse, hein, parce que de toute façon, je vais simplement vous demander d'avoir une pensée pour tous ceux qui ont connu Yvette Collin. Elle
elle est partie vraiment précipitamment. Et donc, voilà, quelque part, au fond du cœur, ça nous fait une peine quand même terrible parce que elle était la voix de Thomas Futak, mais aussi elle a beaucoup œuvré au sein de l'association et elle était, je vous assure, vibrillonnante. Voilà, elle quand même nous manque en ce jour notamment. Et alors, moi, je vais vous dire, je tiens à remercier vraiment Isabelle. Isabelle, viens que je t'embrasse, parce que Isabelle, c'était la voix de ma sagesse. Hein, voilà, à défaut de François, ben voilà, elle était devenue la voix de la sagesse. Et je te remercie vraiment pour tout ce que tu as fait. Bon, alors maintenant que je vous ai fait un peu... Voilà, je vous ai obligé à applaudir, donc peut-être que vous applaudirez pas ce qui va suivre, c'est-à-dire que je vais commencer le conseil, l'Assemblée générale.